enregistrement. Voilà, super. Donc, je vais corriger aujourd'hui le TD2. Alors, une bonne partie du TD2. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait fait le TD1, enfin les deux derniers exercices TD1 et le premier exercice TD2. Et pour commencer cette séance, je vous ai donc proposé qu'on se rappelle que dans un repère, enfin que dans une situation normale, c'est-à-dire pour des courbes d'indifférence qui sont décroissantes et convexes, l'équilibre se situe toujours au point de tangence entre courbe d'indifférence et contrainte budgétaire. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'exercice 2. L'objectif de cette séance, c'est de vous faire calculer le TMS par un autre moyen, c'est-à-dire par le rapport des utilités marginales. Donc, vous n'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas clair. Je vous rappelle que cette séance est enregistrée. On est parti. Donc, n'hésitez pas à m'indiquer s'il y a des problèmes avec le tableau. Ça peut arriver. Donc, c'est donc l'exercice 2 qui nous reste à faire. Hop. Donc, dans l'exercice 2, il faut d'abord que on vous demande de calculer le TMS et on vous propose pour la première fois une fonction d'utilité, pardon. Donc, je vais écrire ma fonction d'utilité, u de x1, x2 est égal à x1 carré plus 2x1, x2 plus x2 carré. Et on vous dit calculer le TMS. Le TMS, on vous propose, je vous rappelle, on va faire un petit rappel de cours. Rappel que la semaine dernière, le TMS, le taux marginal de substitution, vous le calculiez comme est égal à, enfin ça c'est la nouvelle formule que vous avez utilisée aujourd'hui, mais je vous rappelle que la semaine dernière, on avait vu une autre formule qui était la dérivée de la courbe d'indifférence moins la dérivée de la courbe d'indifférence, hein, avec x2, hop, la courbe d'indifférence qu'on va appeler CI. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va plutôt utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire qu'on ne va pas directement définir la courbe d'indifférence, on va dériver directement l'utilité. La dérivée de l'utilité, je vous le rappelle, ici c'est assez facile puisque c'est un polynôme du deuxième degré, donc on peut écrire ceci. N'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas clair, mais je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème à tout le monde. Voilà. Ce qui fait donc que dans ce cas, le TMS est bien égal à 2x1 plus 2x2 sur 2x1 plus 2x2, ce qui nous fait donc 1, quelle que soit la valeur quel que soit le point sur lequel le TMS est évalué. Voilà, ça vous allez avoir une belle vue sur le replay. Donc, quelle que soit la valeur, le point auquel le TMS est évalué, vous avez ce résultat qui est extrêmement classique. Ensuite, donc là, ça c'est pas classique par contre que vous ayez un TMS qui est constant. Évidemment, c'est quelque chose d'assez rare. On verra pourquoi après. Le deuxième, pour rester en jeu, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur la question d'après. On vous propose une autre fonction d'utilité qui est cette fois x1 plus x2, je crois. Je vérifie, excusez-moi. Oui, c'est toujours ça. Et là, on vous propose de calculer le TMS. On y va. Fait 1, d2v, un v, d2x2, ça fait 1, donc le TMS est égal à 1. Pareil, en fait c'est 1 sur 1, c'est égal à 1. Voilà un autre exemple de calcul de TMS. La troisième question est un peu plus intéressante, et là je vais vous proposer donc de noter ça comme du cours. Deux fonctions d'utilité représentent les mêmes préférences si, on va pas mettre si, on va mettre si l'une
est une transformation monotone croissante de l'autre. Monotone croissante, c'est un pléonasme. Si c'est croissant, c'est monotone. Hop. Donc, ici, vous pouvez écrire U de x1, x2 comme étant V de x1, x2, le tout au carré. Vous pouvez écrire ça. Sauf que V de x1, x2 sur R plus carré est positive. Positif, ça c'est réel. Or, la transformation au carré est croissante, monotone. Sur R+. D'où V est bien, non, U pardon, une transformation monotone croissante de V. Donc, U et V représentent les mêmes préférences. Voilà la réponse qui était attendue à cette question. Est-ce que c'est plutôt clair pour vous? J'ai pas Oui. compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'ensemble, je sais pas, je suis en train de relire. J'ai pas, comme j'écris en même temps, j'ai pas réussi à comprendre. Alors, la dernière question que vous voulez dire plutôt. Oui, oui, la dernière Oui. question. En fait, l'idée qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que vous avez deux fonctions d'utilité représentent la même référence si, vous pouvez dire si et seulement si, mais j'ai préféré dire si, l'une est une transformation monotone croissante de l'autre. Donc là, ce que vous allez montrer, c'est que une des deux fonctions est une transformation de l'autre. Le problème, c'est que, je vais l'écrire à côté, la transformation mètre au carré, voilà, repère il est pas possible. La transformation mètre au carré, on va pas représenter ça comme ça, voilà, comme ça. La transformation mètre au carré, euh, je vous rappelle qu'elle ressemble à ça. Ça, c'est la fonction carré. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Or, la fonction carré, elle n'est croissante que sur cette partie de l'intervalle. Donc, je reprends une autre couleur, que sur cette partie de l'intervalle. D'accord? Donc, on doit absolument vérifier que V de x1, x2 se situera bien dans la partie où la transformation est bien croissante. Parce que si V de x1, x2 est de l'autre côté de l'intervalle, alors la fonction carrée n'est plus croissante. Elle est décroissante. On aura des problèmes. Dans les faits, ce ne serait pas vraiment un problème, mais ici, je voudrais vraiment qu'on garde à l'esprit que deux fonctions représentent les mêmes préférences si l'une est une transformation monotone croissante de l'autre. Donc ici, on regarde que la fonction carrée est une transformation monotone croissante si son argument est positif. Donc on vérifie que la fonction est bien positive, c'est ce qu'on fait dans un premier temps. On regarde que v de x1, x2 est positif parce que il prend en argument des quantités positives. Je vous rappelle qu'on ne consomme pas moins 5 tables. Donc comme la fonction prend en argument des quantités positives et que c'est une quadratique, donc, enfin, et que c'est une somme, hein, je vous rappelle que v de x1, x2, c'est x1 plus x2. Donc si x1 et x2 sont positifs, alors v de x1, x2 est positif.
Or, si v de x1, x2 est positif, on sait que la fonction carré est croissante, donc on a bien une transformation croissante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notation? C'est simplement mettre au carré. Vous pouvez le noter x au carré, si vous voulez, la notation crochet, point crochet, au carré. C'est simplement pour dire la mise au carré de ce qu'il y a dans le crochet. Voilà. Comme là, c'est pas vraiment. Enfin, j'aurais pu noter, j'aurais pu définir G, enfin, je peux vous le noter comme ça. J'aurais pu définir d'une autre couleur, j'aurais pu définir ceci comme étant G de, je sais pas, G de Z égale Z carré, hein. C'est absolument pareil. C'est simplement que là, j'ai choisi de le noter différemment, de le noter avec les crochets, parce que j'ai pas voulu introduire de nouvelles lettres. Mais c'est absolument pareil. C'est juste la fonction carré, hein. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait voir. Ici, vous voyez donc bien que U est une transformation croissante monotone de V. Donc on peut continuer. On peut continuer. Et la question d'après, on vous demande de représenter les courbes d'indifférence de Ronaldo. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'enseignement de la microéconomie cette année. Donc ça, je voudrais absolument que vous soyez très attentifs. Donc, on pourrait même mettre ça en rouge. Pour représenter des courbes d'indifférence, donc, on calcule leur équation. Alors, comment calculer l'équation d'une courbe d'indifférence? L'équation d'une courbe d'indifférence, alors je pourrais dire leurs équations si vous préférez, mais comme ça sera toujours à peu près la même, j'avais mis au singulier au début. Comment on calcule l'équation d'une courbe d'indifférence? C'est assez facile en réalité. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe d'indifférence? Une courbe d'indifférence, c'est l'ensemble des paniers qui apportent la même utilité au consommateur. Donc, on va d'abord fixer un niveau d'utilité. D'utilité que vous pouvez voir comme un niveau de satisfaction si vous n'êtes pas encore familier avec le terme utilité, hein. U bar, qui est un réel. Et on va regarder, mettre entre guillemets regarde, hein, l'ensemble des paniers qui apportent la même satisfaction. Typiquement, donc c'est l'ensemble x1, x2, tel que U de x1, x2. Je crois qu'on nous demandait les courbes d'indifférence de Ronaldo, donc c'est V, pardon. Je vais corriger ça. Tel que V de x1, x2 est égal à U bar, c'est-à-dire que l'utilité est constante à U bar. Cette équation, on peut la résoudre, puisqu'elle va se réécrire comme étant x1 plus x2 est égal à U bar, ce qui implique, enfin ceci est seulement si, U bar moins x1. Et ça, c'est donc l'équation de notre courbe d'indifférence. Alors, hop, 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 qu'est-ce que je fais? Je vais y arriver. Voilà. C'est donc l'équation de notre courbe d'indifférence. On peut donc la représenter dans le plan. Alors, comment je représente ça dans le plan? Alors, je crois qu'il va falloir que je mette plusieurs. Ouais. Donc, on va faire un grand graphique. Alors, vous me permettez, mais avec l'iPad, c'est un peu compliqué de faire des graphiques corrects. Donc, sur votre feuille, ça sera plus joli que chez moi. Hop. J'espère que vous arrivez quand même à retrouver le graphique.
Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais représenter mes courbes d'indifférence. Donc, c'est les droites d'équation U bar moins x1, c'est-à-dire le coefficient directeur qui est égal à 1. Je vais les représenter en bleu, c'est donc ces courbes. Coefficient directeur qui est égal à moins 1, pardon, donc de pente 1. Et vous considérez que la pente est la valeur absolue du coefficient directeur. Voilà. Ça, ce sont des courbes. Par exemple, celle-là, c'est la courbe d'indifférence pour U bar est égal à 5. Celle-là, pour U bar est égal à 1. Et donc, on vous dit après, représenter la contrainte budgétaire. Représentons la contrainte budgétaire. Je crois que c'est la question 5, je ne me trompe pas. Ouais, c'est la question 5. Donc, calculons l'équation de la CB. La CB étant contrainte budgétaire aux droites de budget, je vous rappelle que ces deux termes sont équivalents. Moi, je dirais contrainte budgétaire par habitude. P1x1 plus P2x2. On vous disait que P1 était égal à 2P2. Donc, si P1 est égal à 2P2, on peut réécrire que R est égal à 2P2 x1 plus P2 x2. Ce qui fait donc que R moins 2x1 sur P2 égale à x2. Ça, c'est l'équation de notre contrainte budgétaire. Je vous rappelle, c'est toujours à peu près la même chose. Et donc, si on continue, on peut la représenter dans le plan. Je vais la mettre d'une autre couleur. Ah, je pourrais faire je vais faire ça en vert. Alors, qu'est-ce que vous m'écrivez? C'est enfin, la CI de Zlatan, ça sera une Cobb-Douglas. Euh, non, Zlatan, c'est pas une Cobb-Douglas. Par contre, non, ce serait pas très compliqué. Si vous voulez, on le fera juste après. Comme ça, je vous montrerai comment on peut calculer la courbe d'indifférence de Zlatan. Mais déjà, là, je voudrais représenter ma contrainte budgétaire, si vous me le permettez. Donc là, vous vous rappelez que là, ça va être une droite de coefficient directeur moins 2, donc plus pentue que la courbe d'indifférence. Donc typiquement, vous avez des droites comme ça. Alors, on ne vous donne pas d'équation, donc, enfin, on ne vous donne pas de valeur pour R, donc c'est l'ensemble des droites qui ont à peu près cette forme-là. Voilà. Et donc, la question tout naturelle qui arrive juste après, c'est trouver les biens qui sont des bons candidats. Alors, je vais zoomer pour le zoom, pour le live. Voilà. Donc, je vous propose que comme l'autre fois, en fait, on va définir en violet le domaine où se trouve, enfin, le domaine réalisable, c'est-à-dire euh, l'ensemble des biens que le consommateur peut consommer, c'est-à-dire ceux qui sont formés par le triangle, formé donc par l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses et la contrainte budgétaire. Alors là, je vais prendre la contrainte budgétaire d'ordonnée 4, mais encore une fois, comme on n'a pas spécifié de valeur pour R, vous en prenez une, parce que vous allez voir que on va raisonner. En fait, là, ce qu'on essaye de faire, c'est où va se trouver la solution. Je vous rappelle que quand on avait les droites comme cours d'indifférence, c'était le T d'avant, la solution se trouvait toujours sur un axe, sauf si les deux droites étaient confondues. Donc là, on essaie de chercher l'axe sur lequel se trouvera la solution. Donc, vous prenez une courbe d'indifférence, enfin, vous prenez une contrainte budgétaire. Là, je vais prendre celle qui est en ordonnée à l'origine 4, et vous tracez votre triangle, votre ensemble réalisable. Alors, je fais de mon mieux. Le graphique commence à être un peu chargé. Donc, voilà, le triangle réalisable, c'est ce qui est en violet. Et là, dans ce triangle, vous allez chercher la courbe d'indifférence qui est la plus élevée. Et la courbe d'indifférence qui est la plus élevée se situe bien à gauche, au point 4, ici même. C'est la courbe d'indifférence la plus élevée dans le triangle. Donc, vous savez que en cherchant
la CI la plus élevée dans l'ensemble réalisable, on trouve x1 est égal à 0. Donc, sachant qu'on a ça, on peut donc calculer la solution. Vous savez que le panier optimal vérifie x1 est égal à 0 et, euh, et il est sur la contrainte budgétaire, je vous rappelle, puisqu'on sature le revenu. R égale P2 moins 2x1. Vous pouvez écrire ce système d'équation, ce qui vous donne que le panier optimal est le panier, je vais le mettre avec une petite étoile pour optimal. x1 est égal à 0 et x2 est égal à R sur P2. Voilà. Et ça, vous l'avez fait parce que vous avez regardé les pentes. Je vous rappelle qu'on s'était dit que si la pente de la contrainte budgétaire est plus importante que la pente de la courbe d'indifférence, alors la solution sera sur l'axe des ordonnées. Je vous rappelle qu'on avait vu ce cas de façon assez longue, donc je ne m'appesantis pas dessus. Ce sont des choses qu'on a déjà vues ensemble. Et pareil, pour la dernière question qu'on va traiter extrêmement vite, la dernière question, on vous demande, mais que se passe-t-il si P1 est égal à P2, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Si P1 est égal à P2, que se passe-t-il si P1 égale P2? Alors, vous avez la contrainte budgétaire qui devient R sur P2 moins X1 est égal à X2. Elle a exactement la même pente que la courbe d'indifférence. Donc, infinité de solutions. Car l'ACI est confondue avec la CB, c'est-à-dire la contrainte budgétaire. La courbe d'indifférence est confondue avec la contrainte budgétaire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les paniers qui sont sur ces deux courbes, en fait ces deux segments, sont optimaux. Or, comme je vous rappelle que R est dense, ça nous fait une infinité de points. Mais ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, donc je ne m'appesantis pas dessus. Par contre, il y avait une question très intéressante que j'ai bien aimée, donc je vais le traiter avec vous. Euh, En bonus, donc on va faire un petit bonus en dessous. Bonus. Alors, hop. Là, si pour U égale x1 carré plus 2x1 x2 plus x2 carré. On avait cette question-là. Ça a été une question qui a été posée dans le chat. Donc, on fixe, je vous rappelle, on fixe U bar. Vous le mettez dans R, mais dans les faits, on sait tous que c'est R+, en fait, hein, parce que l'utilité va être positive ici. Mais ça va revenir au même. Vous fixez U bar, et toujours, vous essayez d'exprimer par rapport à x2. Ce qui ici va être un peu plus compliqué, mais rien d'insurmontable, vous allez voir. C'est donc égal à 2x1, x2 plus x2 carré. Ce qui fait donc u bar moins x1 carré est égal à x2 facteur de 2x1 plus x2. Et là, on va avoir quelques difficultés à conclure. En fait, la courbe d'indifférence, c'est la solution de ce truc-là. Mais là, vous n'allez pas pouvoir conclure, effectivement, vous avez tout à fait raison, parce que vous ne pouvez pas isoler x2 facilement, ce qui est un problème, je vous l'accorde. Donc là, typiquement, sur ce genre de fonction, on ne vous demandera pas, on vous demandera pas de calculer ça. La seule chose que vous auriez pu voir, en fait, moi, si j'avais dû le traiter, j'aurais plutôt vu la chose comme ceci. Mais encore une fois, c'est un bonus, je pense pas qu'on vous demanderait ça. En fait, vous savez que c'est x1 plus x2 au carré. Vous êtes d'accord avec moi? Qui du coup fait que c'est u bar puissance 1 demi, plutôt implique u bar puissance 1 demi
x1 plus x2, qui fait donc x2 est égal à u bar puissance 1 demi moins x1. Et ça, c'est l'équation de votre courbe d'indifférence. Voilà. J'espère que ça répond à votre question dans le chat. Voilà comment on aurait pu faire pour calculer la courbe d'indifférence de Zlatan. Et non, c'est pas une cote de glace. Je vous rappelle qu'une cote de glace, voilà, avec A supérieur à 0. Et voilà pour cet exercice. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions particulières, sinon on va passer au suivant. Hop. Voilà, change de page. C'est donc l'exercice 3. Super. Passons à l'exercice 3 du TD2. Et là, je vais vous proposer un petit ajustement sur l'énoncé. Au lieu d'écrire que R est égal à 140, je vais dire que R est égal à 17. Ça va simplifier nos calculs. Et donc, on vous disait que P1 était égal à 2P2. Non, P1 était égal à 2 et P2 est égal à 1. Je ne sais pas si c'est le même énoncé que vous avez vous, moi c'est l'énoncé de l'année dernière. Je ne pense pas qu'il ait changé. Donc ça nous donne ceci. On peut donc écrire la contrainte budgétaire comme étant 17 égale 2x1 plus x2, ce qui est égal à x2 est égal à 17 moins 2x1. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Mais voilà, donc ça nous donne la contrainte budgétaire. Et on vous donne ici que l'utilité est égale à min, et je crois que c'est x1 3x2. Voilà. Et là se pose la question, comment trouver la courbe d'indifférence d'une fonction min. Et donc là, je vais vous montrer, alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous apprenez ça par cœur et vous allez très bien, soit vous essayez de le comprendre, et on va le voir ensemble, mais dans une interrogation, vous n'aurez pas besoin de justifier à quoi ressemble une courbe d'indifférence de la fonction min. Tant que vous le savez, c'est bon. Donc, je vous propose qu'on y aille directement. Comment représenter une courbe d'indifférence de la fonction min? Donc, on va déjà se faire un repère. Est-ce que je vais réussir à faire un repère? Voilà, on va se faire un repère. Et vous allez voir que je vais le graduer de façon un peu bizarre, mon repère. Je vais le graduer de 3 en 3 sur l'axe des abscisses. Voilà. Et ici, je vais le graduer normalement. Voilà. Et qu'est-ce que je vais raconter dans cette affaire? Je vais vous proposer de représenter la fonction min. Donc, parce qu'il nous faut un point de départ, je vais vous proposer de commencer par x1. On va commencer par x1 est égal, enfin par
Euh, Par quoi on va pouvoir commencer? Hmm. Ouais, par x1 est égal à 3. On va commencer par ça. Donc, on fixe, je vais dézoomer, on fixe x1 est égal à 3 et on cherche à décrire l'ensemble des paniers qui procurent la même utilité. Alors, vous allez me dire, mais vous n'avez pas défini de panier. Vous avez défini x1 est égal à 3, ça ne donne pas grand-chose. Je suis d'accord avec vous. Donc, la première étape, c'est pas de chercher l'ensemble des paniers qui procurent la même utilité, c'est de savoir, vous allez chercher la valeur pour x2, à partir de laquelle, quand vous augmentez x2, l'utilité n'augmente plus. Regardez, c'est l'étape 1. On cherche la valeur de x2 telle que l'utilité n'augmente plus. Alors, je vous propose de voir ça. Je vous propose de regarder donc U de donc, x1 est toujours égal à 3, on l'a fixé. U de, x, U de 1, U de 3, 1 demi par exemple, ça va vous donner, oula, ça va vous donner mine de, euh, mine de 3, 3 demi, ce qui est donc égal à 3 demi. Si vous prenez U de 3, 3 cinquièmes par exemple, ça va vous donner mine de 3 9 cinquièmes, ce qui est égal à 9 cinquièmes. L'utilité augmente donc. Vous êtes d'accord avec moi? On va prendre U de 3, 1, 3, 3. Ça, c'est égal à 3. Si vous prenez U de 3, 2, c'est égal à 3. U de 3, 3, c'est égal à 9. C'est égal à 3, pardon. Et donc là, vous allez observer que pour x égale 3, l'utilité cesse d'augmenter pour x, donc c'est pas x égale 3, c'est x1 égale 3, cesse d'augmenter pour x2 supérieur ou égal à 1. Donc ça implique donc que tous les paniers x2 avec x2 supérieur ou égal à 1 sont sur la même courbe d'indifférence. Un petit peu. Donc, visuellement, qu'est-ce que ça nous donne? On va placer notre point 3, 1. Et on a dit que tous les paniers tels que x2 était supérieur à 1 étaient sur la même courbe d'indifférence. Donc, ça nous donne que notre courbe d'indifférence, elle ressemble à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Simplement, vous avez vu que c'était l'étape 1. Étape 2,
Je vous propose qu'on fasse la même chose pour x1. Donc, étape 2. On prenez un point qui est déjà sur la même courbe d'indifférence. Donc, vous prenez x2 est égal à 1 et vous cherchez le x1 tel que l'utilité n'augmente plus. Et alors là, vous allez voir que c'est pas très difficile. C'est pas très difficile, on fait la même chose. Donc là, on va prendre par exemple U de 1, 1. C'est donc égal à min de 1, 3, ce qui est donc égal à 1. U de 2, 1, c'est égal à min de 2, 3, c'est égal à 2. U de 3, 1, c'est égal à min de 3, 3, c'est égal à 3. U de 4, 1, c'est égal à min de 4, 3, c'est égal à 3. Bon, je vais arrêter là parce que vous avez compris le concept. Donc, vous avez donc tous les points tels que vous avez x1, 1 pour x1 supérieur ou égal à 3 sont sur la même CI associée à U bar est égal à 3. Donc visuellement, ça vous donne que tous les points ici sont sur la même CI. Bon, tout ça peut vous sembler un peu compliqué. Ça, c'est comment on comprend d'où ça vient. J'ai voulu vous le faire une fois. On n'attendra pas nécessairement au partiel et au contrôle que vous sachiez vraiment le faire proprement. Simplement, il faut que vous sachiez qu'une fonction min a des courbes d'indifférence qui sont des coudes. Et que tous les coudes vont passer, c'est-à-dire que le coude, le point du coude, va vérifier l'équation. Donc sur mon graphique, c'est la bisectrice du repère parce que mes deux axes n'ont pas exactement la même unité. Il va vérifier l'équation suivante. C'est-à-dire qui est, que je vous l'écrive bien, x1 est égal à 3x2, sachant que le 3 que vous avez ici, il provient de ce 3-là. Donc, tous vos coudes vont ressembler à ça. Ok? Parce que chaque fois, vous savez que les courbes d'indifférence, c'est la même, mais qui se translate vers le haut. Et on va donc représenter les courbes d'indifférence. Donc là, ça vous donne une indication. Si en partiel, on vous propose un min de x1, x2, voilà, vous avez ce type d'égalité, ce type de courbe que vous devez connaître. Alors, la question c'était, représenter aussi la courbe de budget. Alors, la courbe de budget, on avait dit que c'était 17 moins 2x1. Et là, ça m'arrange pas du tout. Parce que 17, il rentre pas dans mon graphique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le représenter. Je vais en représenter une autre, mais qui sera pas 17 moins 2x2. 17 moins 2x2, ça va pas rentrer. Donc, je vais la représenter en purple. Je vais la représenter en 6. Alors, attendez que je réfléchisse. Comment je vais représenter ça? Moins 2, 6.
Bon, en gros, vos cours d'indifférence, en fait, enfin, vos contraintes budgétaires, alors je vous les représente pas. Ah, mince, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est pas à l'échelle parce qu'effectivement le graphique passe pas bien. Comment faire? Le graphique passe pas bien, mais en gros l'idée. Bon, il veut pas, il veut pas. Alors ma cour. En gros, vos cours d'indifférence, elles vont ressembler à ça. Enfin, vos contraintes budgétaires, votre contrainte budgétaire, elle va ressembler à ça. Et, euh, et donc votre équilibre se trouvera toujours sur le coude. D'accord? Donc votre équilibre, donc l'équilibre, slash panier optimal, est nécessairement sur le coude, c'est-à-dire, je vais ne pas déranger, excusez-moi, c'est-à-dire sur la droite, sur la droite d'équation, j'ai du mal avec cette équation, sur la droite, x1 est égal à 3x2, ça sur le coude. Donc pour le trouver, ça c'est la question 2, hein. Hop. Donc pour le trouver, on pose donc x1 est égal à 3x2 et l'équation de votre contrainte budgétaire qui était 17 moins 2x1 est égal à x2. Et ça, c'est pas très difficile à résoudre parce que ça est égal à x1, donc égal à 3 fois 17 moins 6x1, etc. Et ça nous va donner, ça nous fait donc x1 est égal à, et donc x2 est égal à 17 moins 2 fois 3 septième fois 17. Je vous laisse recalculer ça. C'est pas très intéressant, mais vous avez en gros la solution. Je crois que c'est tout pour cet exercice. Voilà. Alors, que retenir de cet exercice pour le partiel? Retenez donc que quand vous utilisez des fonctions min, vous devez absolument avoir des cours d'indifférence qui sont des coudes. Ces coudes passent par la droite d'équation x1 est égal à 3x2 si vous avez min de x1 virgule 3x2. Donc en fait, vous réécrivez l'équation qui se donne dans le min et ça vous donne l'équation des coudes. Vous savez que l'optimum sera sur le coude, donc vous égalisez la contrainte budgétaire avec cette droite. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai passé un peu de temps pour vous expliquer la fonction min, mais c'est pas du tout nécessaire sur une copie. C'était simplement pour vous montrer. Avec l'habitude, vous avez juste à calculer la droite x1 est égal à 3x2 dans le cadre de cette fonction min. Vous calculez la droite des coudes, ce qu'on appelle le sentier d'expansion du revenu. Et une fois que vous avez cette droite, vous pouvez tracer vos coudes tout à fait normalement. Donc ne perdez pas votre temps à chaque fois à refaire ce que j'ai fait là, c'est simplement illustratif. On le fait une fois pour que vous compreniez bien le mécanisme. Donc, maintenant, je vais vous proposer d'aller regarder l'exercice 4. Ah oui, juste d'un mot, euh, quand les préférences sont avec la fonction min, ça s'appelle des biens complémentaires. Qu'est-ce que c'est qu'un bien complémentaire? C'est un bien qui est toujours consommé dans une quantité fixe. C'est-à-dire que par exemple, pour
pour une voiture, il vous faut un moteur et 4 roues. Si vous avez 5 roues et un moteur, vous n'avez pas plus d'utilité. C'est exactement une fonction de mine. C'est-à-dire qu'il vous faut, pourquoi ça me fait ça? Je ne sais pas. Il vous faut un moteur et 4 roues, et pas l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des carrés qui apparaissent? Un moteur et pas l'inverse. Il faut un moteur pour 4 roues. Si vous avez deux moteurs pour 4 roues, ça ne vous apporte pas de bonheur. Il faut toujours qu'il y ait un moteur pour 4 roues. Par contre, deux moteurs pour 8 roues, vous pouvez faire deux voitures. Donc vous êtes plus content. Voilà le concept. C'est des biens complémentaires et il y a un S à complémentaire. Voilà, donc ça c'était l'exercice. Arrêtez de mettre des carrés partout. Euh, c'est pas très agréable. Je sais que sur Zoom c'est un peu pénible parce que du coup vous pouvez modifier le tableau en direct, ce qui est pénible. Si ça pose problème, on devra changer, on devra utiliser un autre tableau, mais c'est pénible. Donc essayez que ça soit pas pénible. Voilà. C'est pour vous, après je vous envoie le tableau, donc si vous le détruisez, c'est vous que ça punit, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc on va passer sur la page 3, si vous n'avez pas de questions évidemment. Et on va commencer l'exercice d'après, qui est l'exercice 4. Ouais, l'exercice 4. Et on a beaucoup de questions dans l'exercice 4. Donc, euh, qu'est-ce que c'est? Donc on vous dit, Scarlett est de retour. On nous a un mauvais tour. Exercice 4. L'exercice 4, on a P1 et P2 les deux biens, enfin les deux prix des biens, R sont revenus. Et on vous donne une fonction d'utilité un peu tordue, je trouve. U de x1, x2 est égal à x1 puissance k facteur de x2 moins a. Et on vous dit en question 1, qu'est-ce que peut bien représenter a? Alors, moi, je vous propose qu'est-ce que peut bien représenter A? C'est un seuil de consommation, c'est un seuil de consommation minimale. C'est-à-dire que si vous ne consommez pas au moins A unités de bien 2, vous êtes dans une situation terrible, vous n'avez pas d'utilité. Donc, A est la quantité minimale de bien 2. Vous pouvez considérer ça comme une consommation de survie. Ensuite, question 2. Déterminer les fonctions de demande de chocolat et de soupe de Scarlett en expliquant bien toutes les étapes. Alors là, s'il y a un moment dans le cours qu'il faut écouter, c'est celui-là. C'est vraiment le grand moment de ce cours. Donc, j'insiste vraiment pour que vous regardiez bien ce que je vais faire. Là, c'est la méthode. Comment calculer des fonctions de demande. Alors, on est parti. L'étape 1, vous posez le programme du consommateur. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme du consommateur, allez-vous me dire? C'est une très bonne question. Vous commencez par poser le programme du consommateur. Que veut Scarlett? Scarlett, elle veut maximiser sa fonction d'utilité. Elle veut avoir le maximum d'utilité possible, c'est-à-dire elle veut maximiser x1k, x2 moins a, en ayant bien en tête que vous maximisez par rapport à x1 et x2, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher la valeur de k la plus élevée, puisque k est fixé, c'est un paramètre. Je ne sais pas si on vous donne une valeur pour k, non, on ne vous en donne pas. Et vous savez que ça sera sous la contrainte, je vais noter SC pour sous contrainte, sous la contrainte que R soit supérieur ou égal à P1x1 plus P2x2. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf que ça, en fait, vous pouvez exactement le réécrire de la façon suivante.
Et c'est le programme du consommateur qu'on vous demandera. Donc, quand je vous demanderai poser le programme du consommateur, j'attendrai celui-là. Sous la contrainte que R est égal à P1x1 plus P2x2. Comment on est passé de l'un à l'autre? Eh ben, c'est par l'hypothèse d'insatiabilité des préférences. C'est-à-dire la monotonie. Pourquoi la monotonie? Parce que, comme je vous rappelle, la monotonie, ça veut dire more is better. C'est-à-dire, si j'ai plus de biens, je suis plus content. Donc, s'il vous reste du revenu que vous n'avez pas dépensé, bah, vous pourriez être plus content. Vous pourriez trouver mieux. Donc, ça ne sera pas un panier optimal. C'est pour ça qu'on peut retirer ce signe inférieur ou égal par un égal, parce que vous savez que Scarlett va consommer tout son revenu, sinon c'est pas optimal, par la monotonie. Donc ça, c'est le programme du consommateur, vraiment, je l'encadre. Donc ça, c'est le programme du consommateur. Ensuite, la deuxième étape, c'est, qu'est-ce qu'est la deuxième étape? Comment je pourrais vous dire ça? C'est de réinjecter la contrainte. Là, vous allez voir que en fait, le programme il est un peu compliqué parce que vous devez optimiser deux variables. Sauf que, il y a un truc qui est quand même super commode, que je voudrais vous faire observer, c'est que la contrainte est linéairement séparable. C'est-à-dire que vous pouvez exprimer x2 en fonction de x1 de façon très facile. Donc, ce qu'on va dire, c'est on va réinjecter la contrainte. Vous savez qu'à l'équilibre, donc à l'équilibre, vous avez R égale P1x1 plus P2x2. Vous le savez, c'est la contrainte, on vient de l'écrire. Donc vous pouvez réécrire ça comme étant R moins P1x1 sur P2, et ça vous donne, alors je crois que je le fais comme ça vous donne x2. Vous savez qu'x2 sera forcément égal à ça. Donc, moi il y a du bruit dehors. Donc vous pouvez réécrire ça comment? Ça c'est facile. Vous pouvez donc écrire, le programme devient U de x1, max x1, là vous ne maximisez plus que par rapport à x1, max x1, R moins P1 x1 sur P2. Et ça, c'est égal à x1 puissance k, facteur de R moins P1 x1 sur P2, moins 1, pardon. Ok. Bon, eh ben, on commence à avancer. Maintenant, comment faire? Comment faire ça? Eh bien, on écrit je vous propose que on cherche le point critique. Alors, petit rappel, je vais le faire à côté. Comment optimiser une fonction à une variable? On l'avait vu ensemble, je vous rappelle, hein. C'était dans la séance 1. Mais un rappel ne fait jamais de mal. Ouais, j'écris trop gros. Excusez-moi. Hop. Donc, une fonction si une fonction est deux fois différentielle,
et qu'elle admet, c'est une sorte de théorème de Fermat pour ceux qui connaissent, et si, et qu'elle admet un maximum ou un minimum, alors celui-ci est un point critique. Et je vous rappelle que ça ressemble à, je vous fais un dessin à main levée, dessin à main levée, je vais y arriver, hein. Hop, on va y arriver, hein. Je vous remercie de votre patience. Hop, là. Je vous rappelle que le minimum de la fonction est bien atteint ici, au point tel que la dérivée est nulle. Ok? Donc ça, c'était notre rappel. Donc ici, la troisième étape, c'est de chercher les points critiques. Donc on y va pour chercher nos points critiques. Qu'est-ce que c'est que ces points critiques? Alors, on y va. Donc la première étape, c'est de dériver la fonction. Donc là, on a une fonction à une seule variable maintenant. Donc, on y va pour la dérivée de ce truc. Donc, x1, k, x1 puissance k, ça va nous faire du k x1, k-1. Vous êtes d'accord avec moi? Facteur de r moins p1x1 moins p2a sur p2. Et à ça, vous avez donc plus x1 puissance k, facteur de moins p1 sur p2 est égal à 0. Donc déjà, j'ai du p2 partout, ça va partir. Je crois que je ne vous dis pas de bêtises. J'ai du p2 partout, donc ça va partir. Je vais réécrire ça comme étant x1 k-1 facteur de r moins, pourquoi j'ai fait une grande parenthèse, r moins p1 x1. Non, comment je vais faire ça? Je vais isoler, en fait, je vais essayer de réisoler mes puissances. Donc, parce qu'en fait, là, la difficulté, c'est que vous avez plusieurs puissances de x1, vous avez du k-1 et du k. Donc, on va réécrire ça de façon homogène. Donc, on a ça, moins P1 x1 k x1 k, moins P1 x1 k est égal à 0. Je vais zoomer pour ceux qui sont en zoom, enfin pour ceux qui sont sur le replay. Et on continue. On continue, on continue, on continue. Alors j'ai un petit problème de signe. C'est un peu fâcheux. Non, c'est bon. Je vais tout diviser par x1k. Alors en supposant que x1 est différent de s0, évidemment. Et je vais pouvoir donc écrire que c'est égal à k
x1 puissance moins 1, facteur de r moins p2a moins p1k moins p1. Et je vais pouvoir écrire ensuite que ça fait donc kx. Je vais très lentement pour que personne ne soit perdu, hein. Vous pouvez aller beaucoup plus vite sur vos copies. R moins P2A est égal à P1 facteur de K plus 1. Et on peut continuer en faisant que c'est donc x1 moins 20 est égal à P1 K plus 1 sur K R moins P2A. Ce qui implique K R moins P2A sur P1 K plus 1. Et voilà notre solution. Sauf que je vous rappelle qu'à la base, ça c'est la solution du programme du programme qu'on a réduit à une variable, je vous le rappelle. Donc maintenant, il faut qu'on trouve la solution du programme de base, c'est-à-dire du programme à deux variables. Donc comment on fait ça? Je vous rappelle qu'on a dit que x2 était égal à r moins p1 x1 sur p2, donc on réinjecte. C'est parti. Donc ça, c'est notre valeur optimale pour x1. Hop. Or, un peu plus. Or, on avait que x2 est égal à R moins P1x1 sur P2, ce qui m'implique donc que j'ai P2x2 qui est égal à R moins K R moins AP2 sur K plus 1, ce qui implique donc que l'on a x2 est égal à R plus AK P2 sur P2. Je pense que ça nous donne ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme... j'ai dû faire une petite bêtise. Est-ce que ce n'est pas ça? Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? On va y aller plus doucement. Ce que j'ai fait donc. Ah oui, excusez-moi. J'ai voulu aller trop vite. Donc, on y retourne. Ça fait donc KR plus R moins KR plus AKP2 sur P2 K plus 1. Ce qui peut se simplifier, puisque ça et ça, hop, ça fait donc R plus AKP2 sur P2 K plus 1. Voilà. Et ça, c'est votre équilibre. Et il nous reste une dernière étape optionnelle. On va la noter à côté, du coup. Étape optionnelle. Donc, 4, c'est gros. On va la noter. Donc, elle est optionnelle. Je vais la noter d'une autre couleur. Vous allez vérifier les calculs. Donc, si tout est bon, on a que R est égal à P1 x1 étoile, c'est-à-dire la solution,
plus P2 x2 étoile. Bah, vérifions. Donc ça nous fait R est égal à P1 fois, on avait K, ça ne fait plus, R moins P2A sur P1 K plus 1, plus P2 fois R plus AKP2 sur P2 K plus 1. Donc, ce qui va assez vite, vous allez pouvoir rayer les P1. On va pouvoir tout multiplier par K plus 1. Ça nous fait donc K plus 1R est égal à KR moins P2KA plus R plus AKP2. Ça et ça s'en va. Et donc on a bien, si et seulement si, K plus 1R est égal à K plus 1R, ce qui est vrai. Donc notre équation est vraie. On ne s'est pas trompé. On a vérifié le calcul. Donc voilà notre méthode. Alors c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est le truc que vous devez retenir de cet TD. C'est le truc vraiment, si vous devez retenir ne serait-ce qu'une seule chose de toute cette présentation, de tout ce cours même, c'est comment calculer les fonctions de demande. Les deux derniers TD qu'on a fait, on a essayé de calculer les fonctions de demande, mais de façon graphique. On allait chercher la solution. Si vos fonctions sont différenciables, deux fois différenciables, la solution la plus adéquate, ça sera toujours, j'insiste, toujours de chercher, le point, enfin, de chercher la fonction de demande en posant le programme du consommateur, en réinjectant la contrainte et en cherchant les points critiques. C'est comme ça que vous chercherez les fonctions de demande. Ok? Je dis ok, mais j'ai évidemment pas de feedback. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est vraiment le point important. N'hésitez pas à le reprendre et la prochaine fois à venir avec toutes vos questions en présentiel. Alors, quelles sont les propriétés de ces fonctions de demande? Alors, ce qui est amusant, c'est que soit vous répondez avec le cours, soit vous répondez avec les maths. Donc, moi, je vais répondre avec les maths. Je crois que ça soit un peu plus marrant. Donc, on vous demande de vérifier les propriétés des fonctions de demande. Donc, comment on fait ça? Il y a plusieurs propriétés que vous devez vérifier. C'est déjà, est-ce que la demande décroît avec les prix? Ça, c'est une propriété intéressante. Je propose qu'on vérifie pour le bien 1. Donc là, vous vérifiez pour la demande de bien 1. Les fonctions de demande s'appellent des demandes marshalliennes d'ailleurs. À quoi c'est égal? Bah, si vous dérivez par rapport à P1, oh c'est moche. Ça va donner du K R2, RP2, R-P2 A sur K plus 1, facteur de moins 1, P1 puissance moins 2. Ce qui est clairement, donc ça c'est clairement positif, ça c'est clairement positif, ça c'est clairement négatif, donc l'ensemble est clairement négatif. D'où la demande décroît bien avec le prix. Et on peut vérifier aussi est-ce que la demande augmente avec le revenu? Ce qui serait logique. Et la réponse est évidemment oui. Ça va pas être compliqué à prouver. D de x1
P1, P2, R. Si vous le dérivez par rapport à R, vous obtenez que ça donne K, P1, K plus 1, ce qui est clairement strictement, enfin, ce qui est clairement supérieur ou égal à 0. Donc, oui, ça c'était la question 3. Et qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, on vous dit ensuite, on vous propose une application numérique. On vous dit donc, c'est la question 4, application numérique, K égale 1, et on vous dit K égale 1, A égale 1, donc ça c'est à partir de maintenant ça sera ça. Et on vous dit, donc ça déjà, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne les demandes suivantes, x1 étoile, qui est une fonction de R, P1, P2, c'est égal à R moins P2 sur 2P1, et x2 étoile, R, P1, P2, c'est égal à quoi? C'est égal à R plus P2 sur 2P2. Et ça, ça peut être très compliqué, du coup, donc si on a que R est égal à 10, P1 égale à P2 égale 2, je crois. Hop, je zoome un peu pour ceux qui prennent le replay. Si P1 égale P2 égale 2, et ben c'est pas difficile à calculer, ça fait x1 de 10 de 2 est égal à 10 moins 2 sur 4, c'est donc égal à 2, et x2, 10. Vous avez une question peut-être? J'entends un micro qui s'est ouvert. 10 plus 2 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 12 sur 4, ça veut dire 3. Voilà, on a calculé le panier optimal. Donc, le panier optimal est donc... Voilà. Et si on continue les questions, en ce panier, à quel taux le consommateur est prêt en tendance à échanger du bien 2 contre du bien 1? Euh, alors, il y a deux possibilités. Donc ici, on vous demande le taux marginal de substitution. Monsieur, Oui, dites-moi. je ne sais pas si vous l'avez, mais nous, on a une question. Considérons la situation où les prix des deux biens sont égaux à 2 et où le revenu du consommateur est de 10. Quel sera le panier optimal du consommateur? Que représente-t-il? C'est la question Et 4 que après, je on a... posais. Non? Mais vous avez fait avec K égale 1 et A égale 1. Et elles nous disent que le prix des biens, c'est 2 et le revenu est Ouais, 10. c'est ce que j'ai fait aussi. Regardez, c'est ce qui est écrit. Je sais pas si vous voyez mon curseur. C'est ce qui est écrit. Euh, Vous avez application numérique K égale 1, A égale 1, et la Ah deux oui, c'est lignes en juste en dessous, dessous. si R est égal à 10 et P1, P2 égale à 2. Ok, oui. Pardon. Et Oui. non, il n'y a aucun problème. Et que représente-t-il? C'est la satisfaction la plus élevée possible, considérant le revenu et les prix. C'est le meilleur panier possible. Ok. Merci. Aucun problème. N'hésitez pas à poser vos questions.
Donc, on vous demande ici, donc la question d'après, on vous dit, en ce panier, à quel taux le consommateur est-il prêt en tendance à échanger du bien 2 contre du bien 1? La réponse, là, ce qu'ils attendent, c'est le TMS, le taux de substitution, taux d'échange. Alors, il y a deux manières de faire. Soit vous calculez le TMS en posant TMS égale d2 dx1 sur d2 dx2. Ça, c'est un premier point. Soit vous êtes malin, vous utilisez que le panier optimal, s'il correspond au point de tangence entre l'ACI et la CB, admet comme propriété TMS égale rapport des prix. Or ici, le rapport des prix, or ici, P1 sur P2, c'est égal à 2 sur 2, c'est égal à 1, ce qui implique donc que le TMS du panier optimal est égal à 1. Alors, juste une chose, pourquoi c'est vrai? Pourquoi c'est vrai? On va faire un petit rappel. Je vous rappelle que... Alors, attendez que je m'en sorte. Je vous rappelle, je vais y arriver, je vais arriver à faire mon graphique. Je vous rappelle que nous avons que dans votre repère, si vous dessinez votre contrainte budgétaire comme ça, et que vous dessinez votre courbe d'indifférence comme ceci, donc je vous rappelle que ça, c'est la courbe d'indifférence, ça, c'est la contrainte budgétaire. En rouge, j'ai dit en rouge, ici, l'équilibre. Et comme je vous l'avais dit, en ce point, vous avez que l'ACI est tangente à la CB. Sauf que, je vous rappelle que le TMS, c'est égal à la dérivée de l'ACI, à moins la dérivée de l'ACI. Sauf que si c'est tangent, cette dérivée, c'est égal à moins le coef directeur de la CB, puisque la CB est la tangente, ce qui est égal à P1 sur P2. Vous pouvez le redémontrer, c'est pas très compliqué. Ok? Mais ça, on l'avait déjà vu ensemble. Normalement, ça doit pas être, ça doit vous rappeler quelque chose quand même. J'espère en tout cas. Hop. Ensuite, question d'après, on a encore un peu de temps. Quel sera le panier optimal si le revenu du consommateur double, si le bien quand le prix du bien de double, quand les deux variables doublent. Alors, bah, pas très compliqué, hein.
Juste c'est pénible. Donc, si on reprend. Donc, le premier cas, on vous dit si le revenu du consommateur double. Donc, si R qui était égal à, je vous rappelle, R était égal à 10, un peu. Donc, R était égal à 10, si R' est égal à 20, alors bah, la fonction du bien 1, elle est connue, ça fait donc 20, 20 de 2, on va y arriver. C'est donc égal à, on recalcule avec la formule, 20 moins 2 sur 4, c'est-à-dire à 18 quarts, que vous pouvez réduire, x de 20 de 2, bah, c'est toujours pareil, ça fait donc 20 plus 2 sur 4, ça fait 22 quarts, vous pouvez réduire, 11 demi. Voilà. Et etc. Moi, je l'ai fait une fois, j'irai pas plus loin. C'est toujours la même chose. Vous êtes capable de remplacer dans une fraction. Représenter la fonction de demande de chocolat dans le plan P1 x1 pour P2 égale 2 et R égale 10. Ok. Donc, on veut représenter donc x1 qui était égal à R x1 R P1 P2 qui était égal à R moins P1 sur 2P2 pour P1 égale 2 et P2 égale 2. Et on veut le représenter dans quoi? Dans le plan. Non, excusez-moi, c'est si on veut pour P2 égale 2 et R égale 10. Et on veut le représenter dans le plan P1 x1. Donc P1 en abscisse, x1 en V. Alors déjà, bah, x1 est donc une fonction uniquement de P1 maintenant. C'est égal à x1 10 P1 2, ce qui fait donc 10 moins P1 sur 4, ce qui fait donc 5 demi moins un quart de P1. Voilà. Et on peut la représenter dans le plan. C'est pas très compliqué. Je vous laisserai le faire parce que là, comme ça va me faire perdre un peu de temps, je pense que vous êtes capable de représenter cette fonction dans le plan. C'est pas très compliqué. Qu'on va quand même. Ouais, non. Ouais, non, on vous demande quand même de le faire. Oui, non, c'est comme on vous demande de jouer avec le graphique. Je vais le faire une fois. Hop. Et on vous dit que P1 est égal à moins un quart. Alors 5 demi, ça fait du 2,5. Donc, on va mettre 1, 2. Non, c'est ridicule. On va mettre 1 demi, 1, 3 demi, 2, 5 demi. Et puis, moins un quart. Donc, 5 demi moins un quart. Ça va faire du 9 quarts. Oh, c'est pas pratique ça. 9 quarts.
En 2, ça va faire... hmm, ok, je vois. Donc elle va passer comme ça, la courbe. Voilà. Et on vous dit, on doit placer le point, quelle est la quantité de chocolat consommée quand P1 est égal à 2. Bah, elle est là. Et c'est bien très cohérent avec ce qu'on avait trouvé. Donc ça c'est P1. Pardon. Voilà, ça c'est cohérent. Et oui, je pense qu'on n'aura pas le temps de finir parce qu'il reste encore pas mal de questions. Bon, je pense qu'objectivement, je suis même pas sûr qu'on les corrigera. Les autres années, je les mettais toujours en exercice parce que objectivement, c'est toujours la même chose. Donc on verra si on a le temps. Mais a priori, on va s'arrêter là. Donc je vous demande en exercice pour la prochaine fois d'essayer de faire l'exercice 5. Là, on corrigera ensemble, ça c'est sûr. L'exercice 5 du TD, de ce TD. Et de finir cet exercice. Si vous n'avez pas de questions, on ne recorrigera pas cet exercice ensemble. Enfin, on ne corrigera pas la fin de l'exercice ensemble. Donc je vous invite pour la prochaine fois, vraiment j'insiste, à essayer de retenir, à essayer de refaire cet exercice, de reprendre ce qu'on a vu ensemble, d'apporter vos notes pour la prochaine fois. Et nous, on s'arrête là sur cet exercice. Si jamais vous avez des questions, j'y réponds, mais on ne le recorrigera pas, sauf si vous avez besoin. Et prochaine fois, exercice 5. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Et, par rapport à ce qui a été vu? et du coup, on fera le 6 aussi ou il faudra qu'on le fasse tout seul, ça aussi? Alors moi, j'ai pas d'exercice 6, donc il va falloir que vous me Ah, disiez... euh, dérivation de fonctions de plusieurs variables. Considérer la fonction u, x Ok, puissance 1 demi, alors y puissance... j'ai pas l'exercice 6, donc je vais essayer de me le procurer pour la prochaine fois. Dans l'idéal, vous essayez de le faire aussi, et on en fera au moins une ou deux questions, D'accord. si ça vous pose pas de problème. Ok, merci. Oui. Voilà. Et si jamais il y a des problèmes, vous n'hésitez surtout pas. Et puis, enfin, exceptionnellement non, mais particulièrement là, vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez besoin, mais je pense qu'on prendra le temps la semaine prochaine de se voir en présentiel, si tout va bien. Euh, on est en vacances la semaine prochaine, Ah monsieur. bah alors la semaine d'après, bonnes vacances alors. Et oui, vous pouvez venir, mais nous, on sera pas là. Oui, vous faites bien de me le préciser parce que là j'étais parti pour venir. Ah oui, non, là, il y a pas pour la semaine Non, 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 prochaine. non, 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 non. Ok. Eh ben merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne Merci, vous journée, au aussi. revoir, bon Au courage. revoir. Merci. Merci.